On est, on est 13. C'est un très bon chiffre. C'est un très bon chiffre. C'est mon jour de naissance, donc c'est très bien. Ça me convient tout à fait. Merci, je regarde bien. Merci à toutes d'être présentes aujourd'hui pour le premier club cosmétique 2021 de l'année 2021. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année à toutes. C'est vrai que la période 2020 a été un peu complexe. Ça, moi, malgré tout, ça fait, c'est dans l'ordre, on va dire, de la vie, de traverser des situations un peu complexes et de les surmonter. Donc, on espère que voilà, cette année 2021, on continue à surmonter encore ces aléas que l'on traverse. Euh, alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Fiona Bazana qui s'est posé la question de lancer un produit cosmétique, c'est long. J'ai été interpellée, moi, par cette question sur LinkedIn, euh, parce que je me la pose aussi à chaque fois. Je me la pose aussi à chaque fois. Quand est-ce que, voilà, c'est vraiment cette question qui nous traverse toutes, tous. C'est-à-dire lorsqu'on se lance dans une entreprise. Et j'ai lu son article sur LinkedIn et je me suis dit que bon, cet article-là ou cette présentation-là peut véritablement faire une belle introduction pour voilà, pour le démarrage de cette année 2021. Alors Fiona, elle a travaillé dans le secteur cosmétique, dans des grands groupes. Elle est chef de projet marketing développement, donc actuellement en freelance. Voilà, je te laisserai te présenter. Et donc on a eu, je pense que certaines la connaissent déjà, m'ont déjà contacté, euh, mais de nos échanges qui ont été très rapides ou du moins sur un temps court, on va dire. Voilà, vous aurez une belle occasion par la suite de voir comment travailler avec elle et comment trouver des synergies. Donc, Fiona, je vais te laisser parler. Juste un petit mot. Alors, la maison de la cosmétique, vous le savez tous, toutes, parce on est encore des femmes, toutes. La maison de la cosmétique participe au concours La Fabrica Viva. On a jusqu'à présent 700 points, ce qui est peu. Donc, on demande vos soutiens, de voir avec des amis, les amis des amis, les parents, voilà, toutes les personnes qui véritablement voient au niveau du projet de la coopérative, qui voient un intérêt ou juste nous soutenir, et ben voilà, que ça puisse qu'on puisse nous aider en ce sens. Donc, moi, déjà, merci à vous pour vos prochains soutiens par rapport à notre concours La Fabrica Viva. Et Koudou qui est présente, donc c'est chouette. Donc, Fiona, Oui. merci encore. Merci encore d'être là. Lancer son produit cosmétique, c'est long. Je te laisse, voilà, je te laisse parler de toi et du sujet pour lesquels on est toutes là et toutes oui. Avec plaisir. Alors déjà, bonjour à toutes, une très belle année à toutes. J'espère effectivement qu'elle sera un petit peu plus douce que 2020 et que 2021 voilà, vous apportera beaucoup de réussite et d'épanouissement dans tous vos projets. Alors effectivement, moi je suis chef de projet marketing développement en freelance.
Et je me spécialise dans la cosmétique naturelle, biologique, écologique, un petit peu la cosmétique alternative. Et à force de rencontres de porteurs de projets ou même de questions de consommateurs qui connaissent très peu l'industrie, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas la notion de ce que pouvait impliquer un lancement de produits cosmétiques et du temps que ça pouvait prendre, parce que parfois, un produit cosmétique, ça peut prendre un temps considérable à lancer. Il y a pas mal d'étapes à respecter. Il y a pas mal de côté réglementaire qui est un petit peu compliqué, surtout quand on se lance et qu'on n'est pas forcément du milieu. Donc, j'ai voulu faire un gros point pour expliquer enfin, que ça soit aux personnes qui travaillent dans l'industrie ou aussi aux consommateurs, pourquoi ça prenait autant de temps de lancer un produit cosmétique. Donc déjà, peut-être que certaines d'entre vous ont rencontré des soucis à une étape particulière ou ont été surprises par le temps que pouvaient prendre certaines étapes. Donc peut-être, si vous voulez partager un petit peu les épreuves que vous avez pu rencontrer au cours du développement de votre produit ou de vos produits. Oui, effectivement, du moins, l'idée véritablement, c'est que ce soit assez interactif et donc qu'on puisse s'appuyer sur l'expérience, sur vos expériences pour véritablement débattre et puis donner des clés. J'avais dit qu'on allait faire un tour de table, alors je me pose la question, voilà, si on pouvait rapidement chacune se présenter, de façon aussi à ce que Fiona puisse moduler son intervention. Donc, du coup, je vais donner la parole à Amel. Amel, si tu pouvais évoquer à la fois ton projet et voilà, si effectivement dans le cadre de ton projet, tu as eu quelques, quelques soucis rencontrés et lesquels. Ah, je suis dans le train. Bon, alors qui peut, qui souhaite prendre la parole? Voilà. Moi, je serais ravie de connaître vos projets. Et puis comme ça me permettra effectivement peut-être d'insister sur certains points pendant mon intervention si je vois qu'il y a des points qui reviennent chez plusieurs d'entre vous. Odile, je peux prendre la parole s'il y a Oui, personne? oui, Alors, vas-y. bonjour. Alors, moi, c'est Marie-Noël. Bonjour. Mon projet à moi, c'est de créer ma gamme de produits cosmétiques afro. Okay. Et en même temps de faire tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui est thé. Donc, j'ai un petit souci, moi, actuellement, c'est vraiment de trouver un bon laboratoire, que ce soit dans Paris ou en Île-de-France, vraiment proche de mon habitation. Donc là, c'est le premier problème que j'ai. Et de trouver également des fournisseurs de tout ce qui est thé. Ok. D'accord. C'est vraiment à ce niveau-là. Et comme je sais que c'est long, donc de faire toute une gamme de produits cosmétiques, moi, mon idée, c'est de commencer par ce qui est le plus facile, dans le sens où c'est d'abord complément alimentaire thé, et ensuite faire un sérum, parce que je sais que tout ce qui est à base d'eau prend beaucoup plus de temps. Oui. Au niveau des tests, des contrôles. Donc, tout ce qui va être à base d'eau, je vais attendre avant de les faire. Ok, d'accord. Donc, fournisseur labo. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent... Oui, bonjour. Oui. C'est Arwa. Bonjour Arwa. Alors, moi, je rejoins un peu Marie-Noël, je crois que c'est ça son prénom. Je suis
je veux créer un parfum à base de musc végétal. En fait, ce qui se fait aujourd'hui, c'est beaucoup de musc synthétique. Et j'ai fait mon étude de marché. Et là, en fait, je commence à appeler les laboratoires pour faire des devis. Donc, je suis vraiment dans ce stade-là, à chercher en fait un bon laboratoire. Voilà. D'accord, pour la formulation du coup du parfum. Voilà, exactement. Ok. J'ai eu déjà 2 contacts qui m'ont envoyé un cahier de charge à remplir. Toute seule comme ça, c'est pas évident à remplir parce que bon, il y a des choses un peu techniques qu'on comprend pas trop. Tout à fait. Et donc voilà, j'en suis à ce stade-là. D'accord. Alors, je fais une petite parenthèse. J'aurais peut-être un contact à vous proposer Avec plaisir. que Asita connaît d'ailleurs. Il faudrait que je leur demande s'ils travaillent sur du musc végétal, mais ce sont 3 associés qui ont monté une petite maison de composition de parfum. D'accord. Donc, je vais leur demander, voilà, si ça peut vous servir. Oui, pourquoi pas. Ouais. De vous donner le contact. Merci beaucoup. Merci. Alors, il me semblait qu'il y avait une autre personne qui voulait intervenir. Oui, bonjour, également. vous m'entendez? Oui, super. Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Kadiata et en fait, mon projet, c'est de créer ma marque de cosmétiques naturels, donc des soins pour le visage. Donc, une gamme complète qui part du nettoyage à la crème hydratante. Et en fait, là, j'en suis au business plan. Donc, j'arrive à mon étude de marché et j'ai contacté quelques laboratoires. Seulement, le problème, c'est que c'est vrai que les délais sont très longs. C'est minimum 12 à 18 mois. Et en plus, ils fixent des quantités quand même très élevées pour une première commande. Oui. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas de contact. Donc, je suis toute seule à monter mon projet. Et c'est vrai que ça me semble un peu difficile, un peu compliqué à avancer quand c'est comme ça. Donc voilà, mon problème, c'est comme un peu tout le monde, c'est de trouver des laboratoires ou des partenaires qui pourraient m'aider à développer mes produits. Et donc, en petite quantité. Voilà, oui, parce que là, les quantités étaient quand même élevées. Pour un début de projet, c'était quand même assez élevé. Ça augmente fortement les prix et du coup, c'est vrai que ce n'était pas forcément à ma convenance. Souvent, et c'est vrai que quand on démarre, on n'a pas envie de partir sur de grandes quantités parce qu'on a toujours peur des invendus, même si ça ne devrait pas être le cas, il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que ce n'est pas très confortable. Et là, c'est pareil, j'ai peut-être un contact, il faut que je le retrouve, qui faisait vraiment de petites quantités. D'accord. Donc, pareil, je note. D'accord. Et j'avais aussi d'autres questions par rapport au mode de vente. Enfin, j'avais décidé en fait d'abord de commencer par vendre à domicile, mais c'est vrai que j'avais besoin aussi de conseils sur les formes de communication, comment communiquer sur justement la marque et comment attirer les clients aussi. D'accord. Après, Odile, je ne sais pas, ça pourra peut-être faire l'objet d'un autre sujet, oui, effectivement, il y a voilà. L'idée là pour cette année 2021, c'est de donner un parcours et c'est pour ça que cet article m'a interpellée, c'est qu'on était sur cette vision-là au niveau de la maison de la cosmétique, c'est de dire bon voilà, on va parler du parcours de l'entrepreneur et certainement que ce sujet-là fera aussi partie d'un autre sujet du club. D'accord, super. Voilà. Très bien, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Et puis après, Fiona, on va te... Oui, moi. Bonjour tout le monde. Asita, bonjour Asita. Bonjour Asita. Alors du coup, on a échangé un petit peu hier avec Fiona parce qu'on a un contact en commun pour la partie parfum. Moi, en termes de difficulté, c'est pareil que l'une des collègues, c'est au niveau des quantités, surtout pour les quantités des contenants. C'est une vraie galère. Je suis en négociation. Peut-être parce que mon contenant il est assez particulier, mais moi, c'était ma première difficulté. La deuxième, c'était par rapport au prix.
vraiment bien définir mon coût de revient, m'assurer que je prenne bien en compte toutes les charges. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, on me disait à chaque fois, c'est ton prix, c'est ton coût du produit fois 10, ça équivaut à tant de pourcentage de marge. Mais pour moi, en fait, ce n'était pas clair. Parce qu'on va me dire, par exemple, il faut faire 85% de marge, mais c'est sans savoir ce qu'on compte à l'intérieur de ces 80%. Donc, en tout cas, la mécanique, là, je ne la comprenais pas trop. Donc ça, c'était une autre difficulté. Et après, la recherche de fournisseurs. Mais bon, quand on débute, soit ça passe ou pas, hein, c'est toujours un test. Donc voilà, moi, je le fais au feeling et il y a aussi le prix qui compte. Mais voilà, j'ai fait du sourcing, mais j'en ai pas fait tant que ça non plus. À chaque fois, je comparais avec 2-3 fournisseurs, pas plus. Et voilà, quoi, je me dis, on verra ce que ça va donner. D'accord, oui, donc il y a le côté, alors contenance, oui, c'est peut-être parce que vous avez une contenance un petit peu spécifique qui fait qu'on n'entre pas forcément dans les standards des fournisseurs. Donc ouais, à ce moment-là, ça complique un petit peu. Et puis après, oui, la recherche de fournisseurs, justement, c'est un sacré morceau, que ça soit matière première, packaging. Donc ça, effectivement, on va en parler. Et très précisément dans un contexte où on est sur de la cosmétique, encore une fois, un petit peu alternative avec des convictions fortes, c'est encore plus compliqué. Sinon, ça ne serait pas drôle. Ben, écoute, Fiona, on va te laisser introduire le sujet, du coup, avec, je pense qu'on a eu ces éléments. Bon, bah merci. Ça m'indique un petit peu quels sont les problèmes récurrents. Je m'en doutais un petit peu, mais c'est vrai que j'ai l'impression que pour la plupart, vous êtes un petit peu en début de projet. Donc, je vais surtout insister sur cette partie-là et puis on va aller un petit peu plus loin après dans le côté aussi production du produit et dans tout ce qui est réglementaire et notification, etc. Je vais tout vous expliquer. Donc, la première chose, effectivement, c'est la rédaction du cahier des charges. Alors, l'une d'entre vous en a parlé. C'est vrai que le cahier des charges, c'est le document qui va indiquer donc à votre interlocuteur, que ce soit le sous-traitant, le laboratoire, le partenaire, qui que ce soit voilà, qui va travailler avec vous, qui va lui indiquer ce que vous attendez en termes de résultats et de réalisation. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas toujours simple de savoir par où commencer pour un cahier des charges. Mais en fait, il faut que vous vous disiez que plus votre cahier des charges va être précis et plus forcément les résultats vont être à la hauteur de vos attentes. Donc, dans le cas particulier d'un produit cosmétique, ce que vous pouvez indiquer dans le cahier des charges, ce qui va être intéressant, c'est toutes les notions de base, donc effectivement comme le matériau du packaging, comme la contenance. Donc, Asita en parlait juste avant. Ça va être aussi effectivement le coût de revient, parce que quand vous faites formuler par un laboratoire, lui, il faut qu'il puisse se positionner en sachant quelle matière première il peut utiliser, par exemple, selon votre budget, parce que certaines matières premières, surtout naturelles, peuvent monter très vite au niveau du coût. Il est intéressant dans votre cahier des charges aussi d'indiquer les allégations que vous voulez pouvoir revendiquer. Donc tout ce qui va être hydratant, ce qui va être anti-rides, anti-acné, adoucissant, etc. Parce que ça, on va le voir après, ça va faire l'objet de tests si vous voulez pouvoir l'écrire. Ça va aussi être côté formulation, tout ce qui est texture, tout ce qui est densité, tout ce qui va être la couleur aussi, ce qui va être l'odeur, bien sûr. Donc, celles d'entre vous qui ont commencé à me parler un petit peu de parfum, je pense que vous avez bien compris la problématique. C'est assez important ce côté toujours hédonique, plaisir dans les cosmétiques. Dans les cosmétiques, on est toujours un peu dans le rêve, dans le glamour, le côté plaisir. Donc l'odeur, c'est pareil, c'est très important. Donc toutes ces choses-là, voilà, ça peut être bon à mettre dans le cahier des charges et d'autres précisions si votre concept est un petit peu spécifique aussi. Et après, il y a tout le côté design graphique pour le packaging.
que ce soit le packaging primaire, donc le tube, le flacon ou la boîte. Où là, c'est soit vous faites un grand cahier des charges avec absolument toutes les informations, soit en général, comme le côté direction artistique, graphisme, c'est quand même un petit peu à part, vous pouvez faire un cahier des charges à part qui n'est destiné que justement à la partie graphique, où là, vous allez pouvoir indiquer tout ce qui est un peu la transposition de votre univers. Ce que vous souhaitez en termes de couleurs, par exemple, en termes de typographie, le logo, etc. Voilà, pour la partie cahier des charges. Je ne sais pas s'il y a des... Alors, petite question, est-ce que vous vous êtes familiarisé à ça déjà? Parce que vous avez chacun, puisque Yvan est arrivé. Ah, chacun. Bonjour, voilà, chacun. Vous avez, quand vous avez démarré, vous avez travaillé sur un cahier des charges. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment complet? Comment ça se... quelle a été votre expérience par rapport à ce document-là personnel qui est à rédiger, à travailler? En fait, moi, je n'ai pas travaillé sur un cahier des charges parce que j'ai toujours cru que c'était le laboratoire qui s'en occupait. J'ai vraiment cru que c'était le laboratoire qui, de la conception au produit final, je pensais que c'était le travail du laboratoire. Donc, je pensais peut-être à tort. Je ne sais pas. C'est pas forcément à tort, c'est-à-dire que vous, si vous travaillez avec un laboratoire, à un moment donné, le laboratoire va forcément avoir besoin d'informations de votre part parce que ça reste votre concept avant toute chose. Après, le laboratoire, en fait, une fois que vous avez un petit peu fourni vos directives ou du moins vos souhaits, c'est à lui, effectivement, d'étudier la faisabilité de votre projet parce que lui a les compétences techniques. Si dans votre cahier des charges, vous dites que vous souhaitez vraiment la présence d'un ingrédient en particulier ou qu'au contraire, vous ne souhaitez pas voir apparaître certains ingrédients qui sont considérés potentiellement dangereux pour la santé, etc. Dans ce cas-là, ça sera au laboratoire de vous dire ça, c'est possible en termes de formulation. En revanche, ça, c'est pas possible. Et à ce moment-là, peut-être que lui peut revenir un petit peu sur le cahier des charges en ajoutant des spécifications techniques que vous n'aviez pas inscrites à la base parce que justement, eux, c'est plus ce côté-là où on rentre un petit peu plus dans le concret. Mais à la base, comme c'est votre concept, effectivement, c'est à vous de rédiger le cahier des charges ou alors peut-être avec l'aide du laboratoire à ce moment-là, c'est-à-dire de rédiger un cahier des charges un petit peu en binôme pour que justement vous ayez à la fois le côté technique et à la fois vos souhaits de texture, de couleur, où ça c'est des choses qui peuvent être décrites par vous finalement. D'accord. Et quelle forme il doit avoir le cahier des charges? Il n'y a pas réellement de forme pour un cahier des charges, c'est vraiment vous qui décidez. Après, si le laboratoire vous fournit un document en vous disant que c'est sous cette forme-là qu'il faut qu'il le reçoive, ça c'est autre chose. Si en revanche, il n'a pas de modèle prédéfini, le cahier des charges n'a pas forcément de forme spécifique. D'accord, très bien. Merci. D'autres personnes veulent relater un peu une expérience, par exemple, de ce qui a été mis sur un cahier des charges. Asita. Asita. Ah oui, alors, pardon, parce que je n'avais pas tout le... moi, j'ai fait un cahier des charges détaillé, partant du principe, il vaut mieux en dire trop que pas assez, mais quel est l'intérêt de donner des informations sur l'identité visuelle de la marque au labo? Non, justement, effectivement, à Cita, il n'y en a pas. Comme je disais juste avant, c'est pour ça que moi, en tout cas, dans l'article que j'ai écrit, j'avais conseillé de séparer ces deux cahiers des charges-là, c'est-à-dire d'en faire un qui sera plus à destination des laboratoires, fournisseurs, etc., avec tout ce qui est donc formule, packaging, et par contre de faire un deuxième cahier des charges à part pour tout ce qui est le côté direction artistique et graphisme, parce que c'est vrai que le laboratoire
n'aura que faire de toutes ces informations-là. Donc oui, on est bien d'accord. Moi, j'avais séparé les deux, effectivement. Ok, ok. Bah, écoute, d'autres personnes veulent ajouter quelque chose sur le sujet cahier des charges? Yvan. Yvan, bonjour. Bonjour. Tu as écrit oui, donc il me semblait que... Donc c'est vrai que ce sujet-là, effectivement, on a bon, on peut croire que bah, on imagine un produit et c'est à charge d'une entre guillemets une entité extérieure de Allô? le salut Yvan. Ok, bonjour. Moi, je suis en train de faire mon cahier des charges et comme je le fais en même temps que je construis la communauté, du coup, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps parce que je fais beaucoup d'interviews et je vais vraiment chercher les aspects prioritaires que je veux sur mon produit, par exemple la texture, l'odeur, etc. Et je me demande, en fait, je me rends compte que effectivement, ben, ça prend beaucoup de temps parce qu'après, je regarde aussi en parallèle les ingrédients. Et donc, du coup, je me demandais, en fait, il faut s'y prendre combien de temps avant, limite, de faire son cahier des charges, et ça prend en vrai, en moyenne, combien de temps Alors, d'avoir tout fini, ou c'est fait, ou le cahier des charges, il est en continu pendant la production aussi. quand vous me dites combien de temps avant, c'est-à-dire avant quoi? Avant les débuts de la formulation? Oui, Bah ça, de toute façon, le cahier des charges, effectivement, il doit être terminé, au moins pour l'aspect formulation, parce que c'est par là que vous allez commencer, avant le début de la formulation. Après, un cahier des charges, en fait, il est là pour donner vraiment toutes vos exigences. Et encore une fois, comme je le disais juste avant, charge après au laboratoire de vous dire ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Donc, en fait, ce qui peut prendre du temps, c'est si vous êtes imaginé quelque chose et que vous avez des convictions sur, par exemple, la non-utilisation de certains ingrédients dans la formule, etc. Où le laboratoire va vous dire « Ah non, vraiment, c'est pas possible. Par exemple, le produit ne sera jamais stable ou quoi que ce soit. » Où là, ça peut prendre du temps parce qu'effectivement, vous allez sans cesse revenir dessus pour pouvoir trouver des solutions. Mais là, on va plus être dans un échange avec le laboratoire où il va vous proposer des solutions alternatives, justement. Mais par contre, le cahier des charges, moi, je vous conseille vraiment qu'il soit terminé avant même de commencer la formulation, même pour tout ce qui est aspect packaging, etc. Parce qu'on verra qu'il y a des interactions forcément entre le produit en lui-même, ce qu'on appelle le jus, et le packaging, parce qu'il est en contact direct avec le produit. Donc, le cahier des charges, dans l'idéal, il faut qu'il soit terminé avant. Mais sur quels aspects exactement vous avez des difficultés dans le cahier des charges? j'ai pas de véritable difficulté, c'est juste que je le co-construis en réalité avec la communauté. Et donc, du coup, oui. pour prioriser certains aspects du produit, ben, du coup, j'ai besoin encore de temps, etc., pour affiner, en fait. Je Donc, comprends, mais très honnêtement, je trouve que co-créer un produit avec une communauté, c'est super, parce que c'est ce qui va vous permettre de bien cerner votre cible. Donc ça, c'est top. Et honnêtement, j'aurais tendance à vous dire que du coup, ça prendra le temps que ça prendra et qu'à un moment donné, vous serez satisfait d'une version finale de votre cahier des charges en vous disant que vous avez respecté tout ce qui à la fois vous tenait à cœur et ce qui tenait à cœur à votre communauté. Donc, pour vous répondre très concrètement, la rédaction d'un cahier des charges, il n'y a pas de règle. Si vous avez une idée extrêmement précise de ce que vous voulez, en 3 jours, ça peut être bouclé. Si, comme vous, on est sur la construction d'un cahier des charges avec une communauté ou avec un laboratoire, comme je disais, un petit peu en binôme, pardon. Dans ce cas-là, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc, ça va dépendre de la manière dont vous avez choisi de fonctionner. Moi, j'aurais une question. Oui. Pour le cahier des charges, est-ce que, parce qu'il y a comme je vous dis, il y a des rubriques que j'arrive pas à remplir, c'est pas très grave, on peut quand même l'envoyer et puis le compléter à fur et à mesure, ou est-ce que vraiment il faut l'envoyer complet?
Donc, quand vous dites qu'il y a des rubriques que vous n'arrivez pas à compléter, c'est parce que là, typiquement, votre laboratoire vous a donné un modèle, c'est ça? Oui, j'ai un modèle là, que j'ai sous les yeux. Il est assez complet par rapport au packaging, comme vous avez dit, les composants. Il y a même par rapport au prix. Donc voilà. Bah, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'échanger avec votre laboratoire librement sur ce sujet-là en disant que vous, c'est un aspect que vous avez mal compris parce que c'est peut-être un petit peu trop technique et qu'il faut qu'il vous apporte des réponses supplémentaires pour que vous sachiez exactement quoi indiquer dans cette partie. Là, vous êtes typiquement dans le cas où il ne faut pas hésiter à travailler main dans la main avec votre laboratoire pour être sûr déjà que vous vous compreniez bien et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises par la suite. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer avec eux sur le fait que pour vous, voilà, cette partie-là, ce n'est pas clair, vous ne savez pas vraiment ce que vous écriviez. Ok. Bon, bah top. Est-ce que, Odile, je passe à la suite? Ah, je ne vois plus Odile. Je m'étais mise en mute. Oui, et je parlais toute seule, donc désolée. Oui, continue s'il te plaît. Je suis toute oui. Alors ensuite, il y en a plusieurs qui en ont parlé au début. La deuxième étape, effectivement, que j'ai identifiée, ça va être le choix du laboratoire. Ce qui n'est pas forcément une mince affaire, effectivement. Et je vais vous dire un petit peu pourquoi c'est primordial de bien choisir son laboratoire, mais tout en sachant que si, entre guillemets, vous faites un mauvais choix, bon, ce n'est pas forcément un mauvais choix, c'est que parfois, voilà, ça ne matche pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez travailler avec un laboratoire pour une première production, par exemple, et puis après, chercher un nouveau laboratoire. Ce n'est pas quelque chose qui est figé. Après, il faut juste faire attention au terme des contrats, bien sûr, mais voilà. Bien choisir son labo, c'est super important parce que ça va devenir un partenaire de taille pendant toute la durée du développement de votre produit, justement. Et donc, plus si affinité, évidemment, si ça se passe bien. C'est-à-dire qu'après, vous pourrez passer par ces partenaires-là pour vos autres produits aussi, si vous souhaitez agrandir votre gamme. La deuxième chose, c'est que votre laboratoire, il doit vraiment avoir les compétences requises en fonction de la complexité de la formulation que vous souhaitez. Il faut savoir que certains laboratoires sont vraiment spécialisés dans la recherche d'innovation. Certains sont spécialisés dans la cosmétique biologique, naturelle. Certains sont spécialisés dans la chimie verte. Donc, il faut vraiment que vous essayiez de trouver un laboratoire qui corresponde à la complexité de ce que vous souhaitez comme formulation. Donc ça va passer par beaucoup d'échanges avec différents laboratoires. Ça va vraiment être de la prospection, là, pour le coup. Mais ça, c'est très important. Et il faut qu'ils aient bien évidemment les moyens aussi techniques et matériels pour pouvoir formuler ce que vous souhaitez. Encore une fois, question de complexité. Et la dernière chose, et qui selon moi est super importante, et c'est vrai qu'on y pense peut-être un peu moins, il faut que votre laboratoire partage vos convictions et vos valeurs. Comme dans toute entreprise, il y a des laboratoires qui sont très tournés innovation, etc. Et il y a aussi des laboratoires qui sont très conservateurs et qui vont répondre à toutes vos demandes en vous disant que c'est impossible, que ça n'existe pas, que ça ne va pas fonctionner. Et là, l'effet immédiat, ça va être de vous décourager et de vous dire que ce n'est pas réalisable ce que vous aviez imaginé. Là où peut-être, et même très certainement, un autre laboratoire vous aurait dit oui, ça va être compliqué, ça va être long peut-être, mais en revanche, c'est tout à fait faisable et on va travailler main dans la main pour arriver au résultat que vous souhaitez. Donc pour moi, ce point est très important et on n'ose pas parfois en se disant oui, partager nos valeurs, c'est bien gentil, mais si, c'est très important. Il faut vraiment que, surtout dans cet écosystème de cosmétiques éthiques, justement, éco-responsables, naturels, biologiques, il faut vraiment que vous choisissiez un laboratoire qui ait les mêmes convictions que vous. Je ne sais pas si certains ont trouvé la pépite, justement un super laboratoire qui ait le goût du challenge parmi vous, mais en tout cas, c'est très important pour moi.
Ou Est-ce est-ce que que vous avez des, est-ce justement? que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que certains, Yvan, ont expérimenté. J'ai déjà eu un refus. Ah ouais. Alors, c'était. Est-ce qu'ils ont évoqué une raison? Tiens, déjà, est-ce que. Que c'était très difficile, très cher, des bâtons dans les roues, quoi. D'accord. J'ai même pas cherché à continuer à discuter avec la personne, quoi. Mais oui, je pense que c'était un choix judicieux, Arwa. Le suivant. Voilà, hein, c'est encore une fois, c'est vrai que on va avoir voilà, des laboratoires qui sont très sur leur technologie, qui n'ont pas forcément l'envie ou les moyens, parce que c'est pas qu'une question d'envie, hein. Parfois, comme je vous ai dit, il n'y a pas les moyens techniques de toute façon. Donc à ce moment-là, malheureusement, c'est juste une question de faisabilité. Et parfois, c'est pas envie. Pas envie de sortir des sentiers battus, voilà, de se prendre un peu la tête, de trouver de nouveaux concepts. Donc ça arrive. Il y a des questions qui arrivent qui sont intéressantes. Alors, que pensez-vous des laboratoires hors de France, Europe ou Asie? Et Alors, oui, pardon. oui, si tu veux. Je réponds d'abord à celle-ci. Oui, ouais, vas-y. Alors, hors France, c'est pas forcément grave. En revanche, hors Europe, ça va être plus compliqué. Je vous explique pourquoi. Parce que le règlement cosmétique, il est européen. Vous avez un règlement cosmétique en Asie, vous avez le règlement aux États-Unis et puis vous avez un règlement Europe. Donc, faire fabriquer hors France, pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne vois pas quel pourrait être le problème parce que la réglementation est la même dans tous les cas. En revanche, faire fabriquer hors Europe, là, vous prenez le risque de tomber sur un laboratoire qui va peu ou pas du tout connaître le règlement européen. Donc, moi, je ne conseillerais pas. Je ne conseillerais pas pour vous répondre. D'accord. Quel avantage à prendre un formulateur en freelance? Alors, je peux vous répondre sur les avantages des freelances en général, mais un formulateur en freelance, il m'est déjà arrivé d'en chercher un, je n'en ai jamais trouvé. Donc, du coup, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, le fait de passer par un freelance, ça va être, alors, à mon sens, plus de flexibilité. Ça va être, je pense aussi au niveau contractuel, encore une fois, un petit peu plus flexible. Après, moi, formulateur en freelance, je ne sais pas si vous, Yvan, vous en avez déjà identifié. Moi, je n'en ai absolument jamais trouvé. Et je pense que j'ai la raison, parce que pour un freelance, je pense que c'est très difficile d'avoir son propre laboratoire à la maison. Donc, il lui faut forcément un endroit pour formuler. Et je pense que c'est difficile d'avoir le matériel à disposition. Mais je ne sais pas, Yvan, si vous en avez déjà rencontré un ou une. D'accord, ok. Ok. Après, à vous justement de comparer, de ne pas hésiter à contacter des laboratoires ou même de demander aux freelances directement quel avantage vous auriez à passer par lui ou elle. Parce qu'en général, le discours, l'argumentaire des freelances est bien rodé sur l'avantage qu'il y a à passer justement par un freelance plutôt que par une entreprise. Donc, n'hésitez pas à lui demander tout simplement. Je pense qu'il pourra bien vous répondre. Moi, je souhaite poser une question. Bonjour tout le monde. Michel. Bonjour. Salut, Michel. Moi, j'ai fait appel à un laboratoire par rapport à des formules que j'utilise lors des ateliers. Donc, ce laboratoire a refusé. En fait, il n'a pas refusé, mais il m'a demandé de donner une adresse fixe d'un lieu où j'anime des ateliers. Or, les ateliers, moi, je les anime un petit peu à différents endroits. Donc, comme les clients font appel à moi, donc je me déplace chez eux avec un espace cuisine ou un lieu où il y a de l'eau et la possibilité de chauffer. Je ne peux pas leur donner d'adresse fixe. Alors que le laboratoire, lui, il me dit il faut absolument une adresse fixe du lieu où ont lieu ces ateliers. Alors, Michel, c'est juste que je ne suis pas sûre d'avoir compris le principe de ce que vous faites. En fait, vous animez des ateliers de cosmétiques do it yourself, c'est ça Oui, c'est ça.
D'accord. Et le laboratoire, quel est son rôle là-dedans? Le rôle, en fait, c'est de valider la formule, en fait, en quelque sorte, pour faire des tests, des dossiers DIP, etc. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, j'ai une autre question juste avant. Oui. Est-ce que je suis obligée de faire valider des formules, c'est-à-dire passer par un laboratoire et faire le même processus que pour créer une gamme de produits, pour pouvoir utiliser une formule en atelier? Alors, pour pouvoir l'utiliser en atelier, je vais être très honnête, je ne sais pas. En revanche, si vous voulez commercialiser ce produit, oui, vous allez avoir besoin de passer par un laboratoire, justement, notamment pour la rédaction du DIP, parce que pour rédiger le DIP, le laboratoire aura besoin de toutes les informations sur le produit, que ce soit la formulation, que ce soit le packaging, le procédé de fabrication, etc. Donc ça, oui. Si c'est eux qui rédigent le DIP, effectivement. Après, moi, ce qui me paraît étrange, mais je connais très mal le do-it-yourself, donc je ne veux absolument pas vous dire de bêtises. Ce qui me paraît très étrange, c'est qu'en fait, sur l'étiquetage d'un produit cosmétique, ce qu'on impose, c'est que l'adresse de la personne responsable apparaisse. La personne responsable, c'est le détenteur du DIP, c'est tout. On a la possibilité, si on veut, que ça soit par exemple le labo qui garde le DIP, mais que quand même l'adresse de notre siège social apparaisse, parce que voilà, c'est quand même plus sympa. On a la possibilité de mettre les deux adresses et juste en fait de souligner l'adresse du détenteur du DIP. Donc par exemple, sur votre étiquette, vous pourriez avoir votre adresse plus l'adresse du laboratoire qui est soulignée, pour dire que c'est voilà, celle qui est soulignée qui est le détenteur du DIP. Par contre, il n'y a que l'adresse de la personne responsable qui est obligatoire. Donc, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils vous demandent absolument la vôtre si ce n'est pas vous qui détenez le DIP. En fait, le laboratoire, lui, il peut fournir le DIP aussi. La seule chose, c'est que comme c'est du do-it-yourself, il demande à ce qu'il y ait un lieu réglementé, en fait, comme une sorte de laboratoire. Ah oui, oui, c'est ça, en fait. D'accord, non, mais je comprends. Oui, oui, effectivement, parce que dans le DIP, on a besoin de connaître le lieu de fabrication. Donc, si, ça se tient. OK, ça doit être pour ça qu'ils vous demandent, effectivement. D'accord. Donc, quelle est l'alternative qu'ils vous ont proposée quand vous lui avez dit que vous n'aviez pas d'adresse fixe? Aucune. Aucune, sauf que je leur ai dit que quel que soit le lieu où je réalise ces ateliers, je veille à ce qu'ils soient propres dans les règles de fabrication. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'aient pas essayé de vous donner effectivement de solutions alternatives. Parce que vous déplacez, c'est ça, chez les personnes en fonction des demandes pour faire fabriquer. Oui, donc là, c'est vrai que c'est un élément un petit peu bloquant. C'est soit il faut donner une seule adresse et vous limiter à la fabrication à un seul endroit, mais j'imagine que ça va mettre un petit coup à votre activité si le principe c'était de vous déplacer. Soit il va falloir être transparente sur le fait que vous avez absolument besoin de leurs conseils pour... Je pense pas que vous soyez la seule à faire ça, très honnêtement. Donc, les autres vont forcément trouver des solutions. Donc, peut-être aussi d'échanger avec des personnes qui ont une activité similaire à la vôtre et de leur demander comment eux ont procédé. Voilà. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je connais très mal le do-it-yourself. Donc, mais je comprends ce qu'ils veulent dire parce que c'est vrai que dans le DIP, on a un conditionneur et un fabricant. Et comme vous, c'est spécifique, vous fabriquez vous-même, entre guillemets, en atelier, oui, je comprends. Et après, effectivement, il y a le problème de savoir est-ce qu'on est obligé de valider par un laboratoire une formule. C'est vrai que ça, la question reste posée. D'après eux, oui, il faut créer la formule, en fait, comme si on allait la commercialiser, et donc pour pouvoir l'exploiter lors des ateliers. Moi, je suis assez d'accord parce que vous allez assurer la sécurité du consommateur en faisant ça.
Et vous, ça va aussi ça va donner, je pense, une réassurance d'une part aux consommateurs et d'autre part même pour vous. Si jamais une personne fait une réaction à l'un des produits, sachant que chacun a sa sensibilité, et ça ne voudra pas dire pour autant que votre produit n'est pas bon, mais tout le monde a ses allergies. Si un jour quelqu'un fait une réaction, qu'il est obligé de se rendre chez un médecin, par exemple, et que le médecin ne peut pas consulter le dossier réglementaire, etc., pour vous, c'est pas très sûr. Donc, moi, je vous conseille, oui, quand même. Même si ce n'est pas la partie la plus fun. Plus agréable, en effet, parce qu'en fait, il y a le problème de choix de laboratoire, il y a tout un tas de choses, et puis le choix du produit aussi, parce qu'il en faut beaucoup. Mais on n'a pas toujours le budget pour tout de suite pour pouvoir les lancer. Oui. Du coup, c'est compliqué. Je sais bien. Courage. D'où la question, lancer son produit ou ses produits, c'est long. Ouais. C'est long. C'est long. Bon, en tout cas, merci Michel. De rien. Alors, j'ai une autre question. Comment trouver des fournisseurs d'ingrédients si le labo choisi n'a pas une grande liste de matières premières? Ah oui, alors ça, c'est pareil, c'est tout un autre morceau. C'est marrant parce qu'en fait, moi, ce côté-là, recherche d'ingrédients, je ne l'avais pas mis dans mon article et c'est quelqu'un en commentaire qui m'a dit mais vous avez quand même oublié ce côté-là. Donc, effectivement, ce n'est pas nécessairement un oubli, c'est que ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, comme vous le dites très bien, si le laboratoire a un grand panel de matières premières et qu'il y a ce que vous voulez dedans, à ce moment-là, pas la peine de faire des recherches annexes. En revanche, effectivement, si vous avez des ingrédients spécifiques que vous voulez voir apparaître dans la formule, là, il va falloir que vous-même, vous trouviez des fournisseurs d'ingrédients. Donc après, comment les trouver ? Ça va dépendre de vos convictions. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, sur une volonté de circuit court, il va falloir essayer de chercher des producteurs qui soient le plus proches de chez vous. Si vous êtes plutôt sur une qualité spécifique, par exemple, d'un végétal, il va falloir que vous fassiez votre petite prospection en comparant, en essayant d'avoir des données chiffrées, par exemple, pour un petit peu essayer d'évaluer la qualité du produit. Mais c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est un gros morceau. J'ai parlé du choix du laboratoire, mais il y a ça aussi, effectivement, il y a trouvé les fournisseurs d'ingrédients si besoin. Donc, par exemple, ça serait quoi les ingrédients que vous recherchez en particulier ? Oui, vous m'entendez? Oui. J'allais écrire, mais finalement, je préfère prendre le micro. Moi, j'avais envie, en fait, des ingrédients plutôt comme l'huile de calophylle. Oui. Et ça, je l'ai vu nulle part. Les labos que j'ai pu contacter, j'ai pu voir, en fait, quelques catalogues d'ingrédients, mais je n'ai pas trouvé cette huile-là, par exemple. Donc, il y a d'autres huiles, mais celle-ci, je ne l'ai pas trouvée. Donc, je sais qu'elle est vendue, comme par exemple chez Aromazone ou ailleurs en pharmacie. Mais par contre, j'ai pas de. Je ne sais pas trop comment faire. Je sais pas trop. À ce moment-là, effectivement, il va falloir trouver un fournisseur de matières premières, que ce soit une coopérative ou autre, peu importe. Et à ce moment-là, il faudra donc fournir au laboratoire les quantités nécessaires pour que lui formule au départ, quand vous êtes encore sur la recherche de la formulation. Et ensuite, ça sera aussi à vous de gérer au niveau logistique l'envoi des matières premières qui ne sont pas au labo, au laboratoire avant la production, par exemple. D'accord. Ça rajoute un petit maillon, effectivement, à votre chaîne logistique. Et je sais que, par expérience, moi, j'ai travaillé dans une entreprise où on faisait beaucoup ça. Il y avait beaucoup de matières premières que le directeur avait sélectionnées lui-même dans des coopératives spécifiques parce que c'était ses convictions. Et du coup, il nous est déjà arrivé de se dire ah, en fait, il y a une production qui commence demain et en fait, on a oublié de faire envoyer la matière première chez le fabricant. Et donc là, voilà, ça retarde le planning, etc. Donc c'est vrai que ça complique un petit peu les choses, mais si vous planifiez bien tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raison qu'il y ait un couac, mais à savoir que voilà, ça sera à vous de gérer effectivement l'envoi, sauf si le fabricant accepte de traiter directement avec le fournisseur. Ça peut aussi exister. Très bien, merci.
excuse-moi, je vais juste rebondir par rapport à cette question-là. Qu'est-ce que ça peut être comme contrainte d'avoir un fournisseur extérieur vis-à-vis d'un laboratoire qui demande aussi de l'assurance peut-être sur le produit? Parce que ça l'implique aussi quelque part dans la fabrication du produit. En fait, le laboratoire, il va demander tous les documents dont il a besoin. Donc, c'est tout ce qui va être FDS, donc les fiches de sécurité, etc. Et logiquement, dès l'instant qu'on lui a fourni tous les documents et que pour lui, c'est OK et que c'est conforme, il n'y a aucune raison qu'après, derrière, il revienne dessus. Mais par contre, il y a tout un tas de documents, effectivement, à lui fournir pour qu'il puisse travailler avec. Ça, oui. OK, d'accord, merci. Arwa? Oui, je voulais savoir à quel moment, en fait, on doit rechercher les fournisseurs de matières premières. Enfin, à quel moment est-ce que c'est après le DIP? Est-ce que c'est avant enfin, je ne sais vraiment pas à quel moment on doit le chercher, quoi. Alors déjà, il n'y a pas grand-chose qui se passe après le DIP, parce que le DIP, ça intervient vraiment à la fin quand on a toutes les informations, parce qu'en fait, le DIP étant un condensé de toutes les informations sur le produit, comme je vous disais, y compris packaging, le DIP, de toute façon, ça sera à la fin. D'accord. Dans tous les cas, ça se passera avant le DIP. Après, la recherche des fournisseurs, je pense qu'il faut s'en occuper une fois que vous avez quasi validé ou complètement validé votre formule. Comme ça, vous êtes sûr que cet ingrédient, vous pourrez effectivement le mettre dans votre formule, vous saurez en quelle quantité, parce que votre fournisseur de matières premières, il aura aussi, lui, des contraintes de quantité, c'est le cas pour tout le monde. Donc, ça va vous aider aussi à sélectionner le bon fournisseur, de savoir combien il vous en faut dans votre formule, etc. Et est-ce qu'on peut demander au fournisseur une toute petite quantité pour essayer notre formule? Oui, en général, oui. Oui. Ils le font en général, honnêtement. Donc, pour la plupart, ils le font payer, mais du coup, ça oui, après, c'est pas un souci, mais c'est vrai. Mais oui, moi, je sais que là où je travaillais avant, on demandait très régulièrement des échantillons parce qu'on formulait sur place et ils nous les envoyaient à chaque fois sans problème. Hein. Oui. Ok, super. Merci. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Sur le côté là. là. Oui. Bon, a priori, on peut avancer sur le sujet, sur le paragraphe suivant. Et le suivant, c'est un petit peu logique, ça va être la formulation. Donc, on a commencé un petit peu à en parler, évidemment, parce que ça va de pair avec le labo. Mais du coup, voilà, la formulation, on a l'impression qu'on rentre un petit peu plus là dans le concret. Et le laboratoire, en fait, va commencer à réaliser donc, des essais de formulation. Donc ça, c'est la première chose qui peut prendre énormément de temps. Ça va complètement dépendre. Si vous avez des exigences spécifiques, que votre formulation est innovante, qu'elle est un peu inédite et que des produits similaires n'existent pas tellement sur le marché, là, la formulation, ça peut prendre beaucoup de temps. Les essais de formulation, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui peut prendre du temps, c'est qu'une fois donc, que le laboratoire sera satisfait de son premier essai ou ses premiers essais, va s'en suivre un ensemble d'allers-retours entre vous et le laboratoire, parce que vous, c'est pas parce que le laboratoire considère que le premier essai est réussi en termes de stabilité, de texture, etc., que vous allez être satisfait. Peut-être que vous allez demander des ajustements sur la texture, peut-être que vous allez demander des ajustements sur la densité du produit, sur son odeur, etc., sur l'effet quand vous l'appliquez sur la peau, sur les cheveux. Donc ça, c'est pareil, ça peut être très long. C'est soit vous avez de la chance et dès les 2-3 premiers essais, ça vous convient très bien. Et dans ce cas-là, c'est vite réglé, entre guillemets. Soit, effectivement, vous n'êtes jamais totalement satisfait de ce que le laboratoire vous renvoie et à chaque fois, vous avez besoin de faire retravailler la formule. Et dans ce cas-là, c'est le premier point qui peut prendre beaucoup de temps, effectivement. Voilà le côté formulation. Je voulais poser une question. Si oui. Je voulais savoir, donc justement, lors de la formulation, donc on
partenariat avec un laboratoire. Donc, il nous dit de faire la liste des ingrédients et donner les pourcentages. Est-ce qu'il utilise les ingrédients qu'on a mis, comme un émulsifiant, par exemple, qu'on a l'habitude d'utiliser? Est-ce qu'il va utiliser le même qu'on a mis dans la liste ou lui, il va utiliser un émulsifiant qu'il utilise déjà chez lui? Ah bah, si vous avez demandé très clairement à ce que ça soit cet émulsifiant qui est utilisé, il ne doit pas en utiliser un autre, ou alors c'est ne pas avoir respecté votre cahier des charges. D'accord. Mais après, si lui considère par contre que l'émulsifiant qu'il utilise habituellement serait préférable, il peut vous le proposer en vous argumentant, en vous disant quels seraient les avantages d'utiliser celui-là plutôt que le vôtre. Mais par contre, s'il ne respecte pas ce que vous souhaitiez, bah, là, dans ce cas-là, c'est pas très chouette. Non, en effet. Et puis, en plus, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont rencontré le problème c'est quoi le terme? C'est-à-dire la formule, lorsqu'ils rédigent un contrat, certains laboratoires s'octroient en fait la formule. Comment se protéger contre ça? C'est-à-dire ils marquent comme si la formule était à eux, alors qu'en fait, après, la personne au final, elle est en quelque sorte bloquée parce qu'elle n'a pas fait attention à ce passage où ils disent que la formule appartient au laboratoire alors qu'elle n'appartient pas au laboratoire, en fait. Ouais, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Si, tout à fait. Si, je comprends bien. Alors moi, à titre personnel, entre guillemets, enfin professionnel, mais j'ai jamais rencontré ce type de souci. En fait, il faut être très vigilant au niveau contractuel. Et c'est des questions qu'il faut effectivement poser en début de collaboration avant toute chose. J'imagine que c'était notifié dans le contrat, dans votre cas. Moi, je n'ai pas eu le cas, mais j'ai des connaissances à qui c'est arrivé. Oui. J'imagine que ça doit être notifié dans le contrat. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune raison que le laboratoire soit le propriétaire de la formule. Le laboratoire, ça reste un sous-traitant. Hein, donc, c'est vous qui payez pour une prestation. Donc, logiquement, non. Je veux dire, c'est pareil. Si vous passez par un graphiste en freelance pour vous faire un flyer, ce n'est pas le graphiste qui va être propriétaire du design qu'il a réalisé pour le flyer. Donc, c'est pareil, en fait. Ça reste des partenaires que vous payez pour une prestation. Donc, il n'y a aucune raison, sauf si c'était inscrit dans le contrat. Oui, voilà, en fait, il faut être vigilant sur le contrat. Oui, il faut être très vigilant, oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, j'en ai... La formulation. La formulation, alors, ça rejoint aussi entre formulation laboratoire, les marques blanches. Oui. Les marques blanches, certains porteurs de projets ou entrepreneurs peuvent avoir recours à ça en y ajoutant des éléments supplémentaires. Comment, déjà la question de Michel, elle est intéressante par rapport à ça. Est-ce qu'on reste propriétaire du produit et comment est-ce que ça se traite vis-à-vis du laboratoire également? Comment est-ce qu'on a l'entière propriété du produit? Alors ça, c'est pareil, c'est un accord entre les deux parties. En fait, les deux sont possibles. Si je peux vous donner un exemple très concret, encore une fois, quand j'étais en entreprise, moi, l'entreprise dans laquelle je travaillais, à la fois avait sa propre unité de production, son propre labo et commercialisait le produit. Donc, évidemment, ils fabriquaient essentiellement des produits pour leur marque. Mais ils avaient décidé aussi un petit peu, pour se faire un petit peu plus de chiffre d'affaires, de proposer donc c'était des savons, de proposer des savons et des baumes en marque blanche. Et donc il y avait le cas avec, c'était donc une marque de produits capillaires qui voulait utiliser l'une des formules proposées en marque blanche par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et donc ils s'étaient mis d'accord que le propriétaire serait la marque de produits capillaires.
Donc, à ce moment-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de l'étiquetage. À ce moment-là, il y avait donc l'adresse du siège social de cette marque de produits capillaires, d'une part. Et d'autre part, comme il voulait quand même que ça reste nous, le détenteur du DIP, parce qu'on avait un service réglementaire, donc c'était plus simple, il y avait aussi l'adresse de mon entreprise, mais cette fois-ci, donc, qui était soulignée. Mais très honnêtement, un consommateur lambda ne sait pas vraiment ce que ça signifie. Donc, ce n'était pas très important que notre adresse apparaisse aussi sur le packaging. Donc, ça leur importait peu. Et de toute façon, ça reste une mention obligatoire. Mais par contre, c'était bien eux le propriétaire du produit, si vous préférez. D'accord. Voilà, à aucun moment, on disait que c'était fabriqué par nous ou quoi que ce soit. Excusez-moi. J'ai juste une question. En fait, là, quand vous dites que si quelqu'un fabrique sous une marque blanche, la marque l'appartient, alors quel intérêt de faire un produit en marque exclusive? Parce que si j'ai bien compris, il y a la différence entre la marque blanche et la marque exclusive. Donc, du coup, si le produit nous appartient en marque blanche, quel est l'intérêt du coup de la marque exclue? La marque blanche, en fait, ce sont des produits qui sont déjà formulés que soit vous prenez tel quel, soit effectivement vous ne prenez que la base et vous rajoutez certains ingrédients. Donc l'intérêt, ce sont vos convictions, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si vous voulez faire formuler un produit vraiment from scratch, avec tous les ingrédients que vous souhaitez voir apparaître et tous ceux que vous ne souhaitez pas voir apparaître. Donc, je ne sais pas, par exemple, un produit sans silicone, un produit sans sulfate, sans parabènes, etc. La marque blanche, c'est un petit peu le choix rapide, entre guillemets, qui va faire que vous allez économiser énormément de temps et d'argent en formulation, que du coup, il n'y aura pas ou qu'il y aura très peu, si c'est juste de l'ajout de quelques matières premières. Donc, en fait, c'est juste que ce n'est pas du tout la même démarche. C'est surtout ça. D'accord, donc en fait, la marque exclusive, le produit est refait de A à Z, c'est ça? Il n'y a pas de base, c'est ça si j'ai bien compris? Il peut y avoir une base après proposée par votre laboratoire, mais là, je veux dire, le fait d'être la marque blanche, en fait, si vous préférez, je ne sais pas si le terme est bien choisi de marque blanche, parce qu'en fin de compte, ça va rester votre marque, c'est juste que c'est quelqu'un d'autre qui le fait fabriquer. C'est pour ça qu'on appelle ça marque blanche, mais dans tous les cas, ça restera quand même votre marque. Je ne sais pas si c'était ça la question. Oui, d'accord. Voilà, mais ça restera votre marque, hein. Après, c'est juste, comme je vous disais, une question de détenteur du DIP. Donc, il y aura peut-être une autre adresse sur votre packaging, mais par contre, ça reste votre marque, dans tous les cas. C'est vrai que marque blanche, je comprends la confusion parce que le terme est peut-être un peu mal Parce que choisi. c'est pas ce que disent les labos. Il me semble que les labos disent que la marque blanche, ça n'appartient pas à la personne qui souhaite créer la marque. Ça appartient au laboratoire. Il me semble que les laboratoires, c'est ce qu'ils disent. Alors que la marque exclue, ça le... Oui. Peut-être que la formule appartient dans tous les cas au laboratoire, mais après, par contre, ça reste la marque, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. La formule, mais pas la marque, comme dit Yvan. D'accord, mais donc ça veut dire que la formule, ils peuvent la revendre à quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui. D'accord, donc c'est pas très avantageux du coup. C'est ça, vous risquez de vous retrouver avec un produit effectivement qui peut être commercialisé sous un autre nom et sous une autre marque par quelqu'un d'autre sur le marché, ouais. En fait, la marque blanche, c'est une marque blanche qui peut être personnalisée par des ingrédients supplémentaires, et puis personnalisée parce qu'on met son nom dessus. C'est ça. Mais la base, en fait, oui, appartient au laboratoire. Oui. Ça, en général, on fait ça quand on a moins de moyens et qu'on veut aller vite. Et puis, en attendant de créer sa propre marque. Ça peut se faire au début. C'est ça. La formule, en fait, appartient au laboratoire, mais par contre, c'est la marque qui reste votre marque dans tous les cas et ça reste votre produit. Mais par contre, effectivement, la formule peut être vendue à d'autres. D'accord. Le principe. D'accord. Voilà. Ok. D'accord. Merci. Merci. Juste Vous avez d'autres questions? Ben, apparemment, c'est une question sur la formulation. Pour la formulation. Ok. Alors ensuite, une fois qu'on a terminé le côté formulation, qu'on a tout validé,
On va avoir une étape un petit peu technique, mais qui ne sera pas à gérer par vous, donc tout va bien, qu'on appelle la pré-évaluation toxicologique. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà à cette étape-là. En gros, la pré-évaluation toxicologique, vous faites appel à un toxicologue, donc à savoir que vous avez des cabinets d'experts toxicologues pour s'occuper de ça, qui vont calculer en fait des marges de sécurité pour chaque ingrédient en fonction de leur proportion dans la formule. Donc, en fait, c'est une évaluation, mais complètement théorique, de la sécurité du produit. C'est une première évaluation théorique de la sécurité du produit, qui va être sur la base de calculs. Mais c'est pour savoir si votre formulation est OK et si vous pouvez continuer, en fait, si vous préférez. C'est ça la préévaluation toxicologique. Donc ça, c'est encore une fois pas quelque chose que vous devrez gérer vous. Par contre, il faudra faire appel à un expert toxicologue pour ça. Et donc, cette préévaluation, elle dépend du laboratoire? Alors ça, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais vu d'experts toxicologues dans des laboratoires, mais j'imagine que ça doit exister. Moi, je sais que j'ai toujours fait appel à un laboratoire vraiment d'experts toxicologues. D'accord, parce que dans le cas où et dans le cas où la formule n'est pas OK, dans le cas où ce n'est pas bon, après cette préévaluation, c'est la faute du laboratoire, du coup? Est-ce qu'il y a, il y a des risques pour le laboratoire, pour moi, ou comment ça se passe après? Alors, des risques pour le laboratoire, le seul risque, c'est qu'il va devoir retravailler sur sa formule. D'accord. Donc, le risque pour vous, ça va être de perdre un petit peu de temps, effectivement. D'accord. Il y a un coût supplémentaire, du coup. Voilà, il y a un coût supplémentaire, effectivement, de reformulation. Après, un risque vraiment à proprement parler, si vous parlez de risque légal, non. Parce que de toute façon, justement, la préévaluation toxicologique, elle est effectuée par un expert pour bien vérifier si tout est OK. Je veux dire, il a son propre domaine d'expertise. Le laboratoire ne peut pas être accusé d'avoir mal fait les choses. Donc, légalement, non, le laboratoire, je pense, ne va rien risquer. D'accord, merci. Excusez-moi, pour la préévaluation, c'est à nous ou au laboratoire de faire la démarche, d'aller voir un toxicologue, ou les deux peuvent se faire? Je pense que les deux peuvent se faire. Ça dépend. Je pense que ça dépend des laboratoires. Il y a peut-être des laboratoires qui ont déjà un contact établi avec, par exemple, un cabinet d'experts toxicologues, donc pourquoi pas. Mais vous pouvez faire les démarches vous-même hein, si vous le souhaitez. Et du coup, au niveau financièrement, si c'est le laboratoire, ils vont nous le rajouter sur le devis. Logiquement. D'accord. Donc, logiquement, mais peut-être qu'ils ont si ça se fait, donc, ils peuvent avoir peut-être des partenariats et qui reviendraient peut-être un petit peu moins cher. Ah oui, d'accord. Mais donc, ça, je ne peux pas vous dire avec certitude si les laboratoires sont en contact direct avec des experts toxicologues ou même s'ils en ont peut-être dans les laboratoires. Je sais que moi, je passe toujours par le même cabinet pour mes clients et c'est moi qui fais les démarches. D'accord. Donc, c'est des frais en plus à compter, quoi. Et oui. En plus du DIP, c'est ça? Donc, j'ai un devis du laboratoire et je dois avoir aussi un devis chez le toxicologue. Il faut que vous vous renseigniez parce que peut-être que votre laboratoire, effectivement, a déjà compté la préévaluation toxicologique dans le devis. D'accord. Il faut que vous vous renseigniez. Ok, super. Merci. Merci. Voilà pour la préévaluation toxicologique. C'est assez rapide. Alors, une petite question par rapport à ça. Comment est-ce qu'on détermine, est-ce qu'il est arrivé que, moi je ne sais pas, hein, comment est-ce qu'on valide que le toxicologue a raison? Qu'est-ce qui fait que, voilà, on peut être sûr, le laboratoire peut être sûr également de la formule et puis voilà, il y a un bug, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui est-ce qu'il y a une contre-évaluation? Est-ce que ou c'est un one shot et puis du moins la décision du toxicologue fait foi et on ne peut pas y revenir dessus? Voilà, est-ce que
La préévaluation toxicologique, c'est une technique qui est basée sur des calculs, donc elle est très objective. Donc pour moi, non, il n'y a pas de raison que le toxicologue fasse une erreur dans ses calculs, ou alors c'est que malheureusement, il ne connaît pas très bien son métier, mais ça, c'est autre chose. Mais après, non, malheureusement, vous dire comment bien choisir son expert toxicologue, je pense que ça va être comme pour tout. En fait, il faut peut-être vérifier les références, peut-être de réputation, peut-être d'échanger avec des personnes pour savoir à quel cabinet ils ont fait appel. Mais c'est un petit peu toujours le même pari quand on fait appel à une entreprise ou à un fournisseur. On ne sait jamais vraiment ce que l'entreprise vaut jusqu'à ce qu'on ait vraiment travaillé avec. Mais logiquement, c'est leur métier, il n'y a aucune raison qu'ils se trompent. Et surtout que là, on ne leur demande aucune objectivité, c'est vraiment sur la base de calcul. Donc logiquement, non, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Non, normalement, on ne demande pas de contre-expertise, quoi. Ok. Voilà. Merci. Je voudrais poser une question. Dans le cas où on est soi-même formulateur ou formulatrice, on peut par exemple faire sa formule qu'on a essayé d'utiliser plusieurs mois, plusieurs années. Est-ce qu'on peut passer directement par un toxicologue au lieu de passer par un laboratoire? Le toxicologue, lui, il va pouvoir justement vous dire quels sont les tests à faire réaliser absolument ou pas, ou ceux qui ne sont pas obligatoires. Ça, c'est pour les tests. Et après, pour tout ce qui est dossier d'information produit, donc DIP, etc., logiquement, c'est le laboratoire qui le rédige. C'est un chargé réglementaire qui le rédige. C'est pas un toxicologue. Je pense pas que le toxicologue ait les compétences requises pour la rédaction d'un DIP. Ça m'étonnerait. Ah, d'accord. Mais on peut venir, par exemple, avec sa formule, avec déjà vue par un toxicologue, et aller voir un laboratoire pour qu'il fasse tout, pour réglementer tout ça. Oui. Ou, oui, on peut venir avec sa formule déjà finie. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Après, il faudra s'assurer de trouver un laboratoire qui ait simplement les moyens matériels pour bien reproduire votre formule à l'identique. Mais oui, ça s'est déjà vu hein, que des personnes choisissent de formuler elles-mêmes ou aient vraiment d'énormes exigences sur les ingrédients qu'elles souhaitaient voir apparaître dans la formule. Et à ce moment-là, c'est au labo de reproduire tout simplement, surtout si vous avez vu que votre formule est stable. Et qu'elle a été validée par un toxicologue. À ce moment-là, le laboratoire n'a aucune raison de vous dire non, c'est pas possible, sauf s'il n'a pas les moyens matériels. Ça veut dire que lui, il va quand même recommencer tout le travail ou il va juste l'utiliser, enfin la reproduire et puis faire valider la formule. Dans tous les cas, en fait, si vous préférez tout ce qui est test de stabilité, etc., c'est vraiment réglementé. Donc, pour pouvoir attester que les tests ont bien été conformes, dans tous les cas, le laboratoire, je pense, sera obligé de réeffectuer des tests de stabilité, même si vous êtes sûr de votre formule. Sinon, il ne pourra pas inscrire le protocole en fait, de test dans le dossier d'information produit. Finalement, le temps est identique, en fin de compte, qu'on ait déjà fait sa formule avant ou pas. De toute façon, ça va prendre le même temps au laboratoire par rapport au test. Alors après, oui, mais par contre, vous enlevez quand même tout le côté essai de formulation. Ah oui, d'accord. Donc, ça vous fait quand même gagner un temps considérable sur ça et pas mal d'argent aussi, parce que du coup, vous n'avez pas tous les coûts justement de formulation. Donc, si vous gagnez quand même du temps avec le laboratoire. Après, vous gagnez peut-être pas de temps en soi sur la totalité du projet, parce que peut-être que vous avez mis beaucoup de temps à élaborer votre formule. Ça, c'est autre chose. Mais par contre, vous allez gagner du temps au laboratoire. Ok. Merci. Ça va pour le côté toxicologique. Est-ce que, Odile, je passe à la suite? Oui. Oui, s'il te plaît. Oui, je m'étais mise en mute. Bon, parfait. Alors, l'étape d'après, c'est le choix du packaging. Donc, pareil, hein, pas une mince affaire, toujours pas. Décidément, rien n'est facile. Pourquoi est-ce qu'il faut se soucier du packaging dès maintenant? Parce qu'en fait, il y a eu toute une notion de compatibilité entre le packaging donc primaire qui est en contact direct avec le produit
et le produit en lui-même, le jus. Donc, il y a à faire réaliser ce qu'on appelle des tests de migration. Donc, pour tester justement les interactions entre le packaging et le jus et pour savoir si n'apparaissent pas de sous-produits qui pourraient être éventuellement toxiques et qui pourraient migrer. En fait, c'est pour ça qu'on appelle ça des tests de migration, qui pourraient migrer soit de la formule au pack, soit du pack à la formule. Le plus probable, c'est du pack à la formule. Donc, comme tout ce qui va être phtalate, tout ce qui va être bisphénol A, qu'on a assez entendu, toutes ces choses-là. Les tests de migration, ce n'est pas une obligation. J'ai voulu en parler quand même parce que je sais que vous êtes, encore une fois, on est un petit peu dans un milieu où il y a pas mal d'innovation. Donc, j'ai quand même voulu en parler. Mais à savoir que certains fournisseurs de packaging ont déjà fait tester leur packaging avec pas mal de formules différentes. Et si dans la littérature, il existe déjà des résultats conformes de tests de migration pack contenu qui ressemblent à ce que vous avez, qui ressemble à votre produit, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de refaire des tests de migration. Les tests de migration, c'est vraiment quand c'est un packaging inhabituel, par exemple, un matériau qui n'a jamais été utilisé en packaging, etc. Mais en tout cas, à savoir qu'il peut être nécessaire donc, de faire réaliser des tests de migration. Et donc là, c'est pareil, on peut avoir des petites surprises, pas très chouettes. On peut perdre du temps à ce moment-là, parce que si les tests de migration sont conformes, bah, c'est très bien, on continue. Sauf que malheureusement, il arrive que les tests de migration ne soient pas conformes. Et à ce moment-là, c'est vraiment pas chouette parce que notre formule, elle est terminée. Notre packaging, on l'a trouvé après maintes et maintes recherches de super fournisseurs. Donc là, c'est quand même le côté un peu frustrant où si le test de migration n'est pas conforme, à ce moment-là, il va falloir trouver un autre matériau de packaging. Donc potentiellement un nouveau fournisseur, si jamais le fournisseur que vous aviez sélectionné n'a rien d'autre à vous proposer. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont eu cette mauvaise surprise. Je ne sais pas s'il y en a qui en sont à cette étape-là. A priori, non. Mais comment ça se passe, ces tests? Est-ce que tu as une idée en termes de... C'est quoi? On garde le produit dans l'emballage durant un certain temps et puis on évalue comment ce produit évolue dans le temps. Très honnêtement, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il y a quand même des analyses justement de la formule à proprement parler, enfin du jus, pour savoir s'il n'y a pas eu justement transformation ou ajout de sous-produits toxiques qui n'ont rien à faire là à la base parce qu'ils ne font pas partie de la formule en soi. Mais par contre, vous dire exactement comment ça se passe, je ne sais pas du tout, j'avoue. D'accord. Et donc, du coup, après ce test-là, si jamais il y a un problème et que ce n'est pas conforme, ça veut dire que c'est obligatoirement de la faute du packaging et non de la formule. Donc, la formule, on n'y touche pas. Oui, de manière générale, ça va être le packaging. C'est très rare que la migration se fasse dans ce sens-là, dans le sens formule pack. En général, c'est le pack, parce que dans le pack, et souvent dans tout ce qui est plastique notamment, vous avez des ajouts d'agents pour, par exemple, assouplir le plastique ou des choses comme ça. Et c'est souvent ça qui a été retrouvé à migrer dans la formule. D'accord, ok. D'accord, merci. Voilà, donc ça, c'est le côté pas cool. Oui, j'imagine, oui. Oui, ça en plus, c'est entre guillemets, c'est la dernière ligne droite. Oui. Et donc, oui, il faut pas se lever avec notamment toutes les contraintes que tu dis, si le fournisseur n'a pas d'autres éléments de packaging à fournir. D'accord. C'est ça. Et alors, d'autres paramètres à prendre en compte aussi pour le packaging. Par exemple, là, je sais qu'il y a une marque qui s'est lancée il n'y a pas longtemps et qui revendique des produits complètement sans conservateur. Vraiment pas du tout de conservateur. Il faut savoir qu'il y a certains types de packaging qui sont plus sensibles à la contamination par des bactéries. Et typiquement, le pot
où vous allez donc tremper le doigt dedans pour prendre du produit. D'une part parce que le goulot est très large, donc du coup ça fait qu'un maximum de produit, la surface, va être en contact avec l'air ambiant. Donc ça peut accélérer la production de la contamination par les bactéries. Et d'autre part, parce que, je ne dis pas que vos mains ne sont pas propres, mais bon, de tremper le doigt dedans, ça fait qu'on va toujours aller mettre quelque chose qui ne devrait pas trop y être. Et donc, potentiellement, la conservation va être moins bonne. Donc, si vous savez, par exemple, si vous avez fait le choix par conviction d'éviter tout ce qui est système conservateur synthétique, par exemple, essayez de faire attention peut-être à choisir un tube plutôt, avec un petit goulot, avec un petit orifice ou quelque chose comme ça. Et la dernière chose, c'est quelque chose qui avait un peu surpris Odile quand je lui en avais parlé, mais ça avait été une erreur qui avait été faite par l'entreprise dans laquelle j'avais travaillé. En fait, ils voulaient donc faire des crèmes pour le visage en flacon airless, avec un tout petit orifice, mais vraiment minuscule. Donc, il fallait que le produit soit très fluide nécessairement, sinon ça n'allait pas couler. Et en fait, quand ils ont formulé la crème, elle s'est retrouvée à être épaisse, quasiment comme un baume, quoi. Donc, du coup, évidemment, ça ne passait pas du tout dans le petit orifice. Et donc, le service client en a pris plein les oreilles avec les clients qui n'étaient pas très contents que leur produit ne coule pas. Donc, ça paraît idiot. Mais parfois, on se fait une idée d'un packaging qu'on veut, puis on a mis du temps à le trouver, donc on l'a enfin trouvé, donc on veut un peu laisser cette étape derrière nous. Et puis, on a notre formulation qui nous plaît aussi, et en fait, on ne fait pas attention, et on se dit, mais mince, en fait, ça ne va pas du tout. Et même chose à l'inverse, vous allez éviter le format pot avec un gros goulot pour un produit qui va être très fluide, limite liquide, parce que ça risque de ne pas tenir sur le doigt, et donc d'être difficile à appliquer. Il y a Myriam qui a une question. Dans le cas des produits cosmétiques solides, c'est possible de ne pas utiliser du tout de conservateur. Alors en fait, il est possible de ne pas du tout utiliser de conservateur dit synthétique, donc chimique, entre guillemets. Mais il existe des ingrédients naturels qui ont des propriétés qui s'apparentent à celles d'un conservateur. Et je pense que c'est ce qui a été fait par cette marque-là, parce que sinon, je pense que leur crème ne va pas se conserver au-delà de 2 semaines et ça serait un peu dommage. Donc, en fait, c'est ça. Il me semble, alors de mémoire, que certaines eaux florales, par exemple, ont des capacités à conserver un petit peu le produit. Je crois certaines huiles essentielles aussi, je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc oui, les ça. huiles essentielles, oui. Et puis, il y a l'extrait de pamplemousse qu'on peut conserver, qui est naturel. Voilà. Des ingrédients qui contiennent des antioxydants. Ça, c'est autre chose. Antioxydants, ça veut dire que le produit ne va pas s'oxyder. La contamination bactérienne, c'est autre chose. Le conservateur, il est plus là pour effectivement empêcher la contamination par des germes. Mais oui, voilà. En fait, quand on dit pas de conservateur, c'est pas de conservateur chimique, synthétique. Mais il peut y avoir un système conservateur naturel. Mais quoi qu'il en soit, la conservation va quand même être un petit peu plus fragile. Donc, il faut faire attention effectivement au contenant qu'on choisit. Voilà pour le pack. Donc là, je sais, on en a parlé tout à l'heure, que certains d'entre vous ont rencontré des difficultés avec les fournisseurs de packaging. Donc, il faut rien lâcher. Là, c'est pareil, vous aurez peut-être des problèmes de quantité. Bien que le packaging, c'est un petit peu moins grave, parce que si par exemple, vous avez de quoi stocker, au pire, les packaging, vous prenez en gros et puis vous gardez pour une prochaine production. C'est un petit peu moins embêtant que quand on vous donne des volumes de production énormes, où là, par contre, c'est beaucoup d'un coup et vous n'avez pas le choix, quoi. Mais des fois, les packaging évoluent. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a envie, par rapport à un produit, de changer ou d'être dans ce qui est la tendance. Et voilà, se faire un focus ou un achat en gros volume de packaging, ça peut être aussi quelque chose qui peut nous porter aussi à défaut pour la suite. Si Ça, et puis de se dire aussi que je ne sais pas si jamais il y a un problème à l'utilisation qui est révélé par les consommateurs, par exemple, votre tube il n'est pas pratique ou alors il ne se ferme pas, ou
Le problème, c'est qu'avant de pouvoir en changer, il va falloir avant, effectivement, que vous écouliez tout votre stock et c'est un peu embêtant, quoi. Donc, ouais, on est bien d'accord. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la notion de packaging? Et à ajouter aussi, parce que j'ai oublié cette partie, il y a tout le côté après design graphique de vos packaging primaires et secondaires et votre choix aussi d'impression, étiquette, sérigraphie. Est-ce que vous voulez un packaging secondaire ou pas d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout une obligation. Donc voilà, tout ça qui peut prendre du temps aussi, le côté visuel, parce que c'est quand même votre bébé. Donc il faut que ça corresponde à tout votre univers de marque, etc. Et ça peut être difficile de valider une version finale pour ce qui va être du design. Donc ça, c'est pareil, à ne pas oublier. Tout à fait. Écoute, je pense que pour l'instant, on n'a pas de questions, donc tu peux... Je ne pas que c'est bon. Accorder. Alors, les tests. Ah, il y a une question. Il n'y a pas de particularité pour le stockage des packaging. Je ne peux pas du tout vous dire. Je ne sais pas du tout pour le stockage. Je ne peux pas vous répondre du tout. Je suis désolée. Peut-être des normes pour éviter une altération ou une contamination, peut-être. Mais en tout cas, s'il y en a, je ne les connais pas du tout. C'était la question piège. D'accord. Donc, du coup, les tests. Tous les tests dont on va aborder les tests. Oui. On en a un petit peu parlé déjà au cours de l'heure et demie là, qui est passée, mais bon, là, on va faire un petit focus. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour un produit qui va être mis sur le marché en Union européenne, c'est le règlement cosmétique 1223-2009 qu'il va falloir respecter. Et donc, ce règlement cosmétique, il impose tout un ensemble de tests dont la conformité va être reportée justement dans le dossier d'information produit, donc dans le DIP. Et donc, il y a 3 grands types de tests. Il y a les tests qui vont concerner plutôt la conservation du produit. Il y a les tests d'innocuité du produit. Et vous avez les tests d'efficacité du produit. Donc, parmi les tests de conservation, vous avez ce qui est challenge test. Donc, le challenge test, en fait, ça consiste à inoculer volontairement un germe dans le produit pour voir comment le système conservateur va se défendre. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, vous avez donc les fameux tests de stabilité que je pense vous connaissez peut-être parce que c'est ceux qui prennent beaucoup de temps. Ils prennent 3 mois, les tests de stabilité. Donc, en fait, les tests de stabilité, ça consiste à mettre le produit en condition de vieillissement accéléré. Donc, par exemple, on va mettre un flacon au frigo, un flacon exposé aux UV et un flacon à une quarantaine de degrés pour voir comment le produit se défend face à ces conditions de vieillissement accéléré. Et donc, c'est seulement au bout des 3 mois de test de stabilité qu'on a le droit de mettre le produit sur le marché. Et à côté de ça, vous avez aussi des produits qui sont en stabilité en temps réel et qu'on va surveiller jusqu'à 3 ans. Donc, vous avez une surveillance à 1 mois, 2 mois, 3 mois pour les stabilités en accéléré, donc frigo, étuve, lumière, etc. Et vous avez aussi un produit que vous allez garder dans les conditions normales de stockage, donc température ambiante, à l'abri de la lumière, etc. Et que vous allez surveiller à 6 mois, 1 an et à 3 ans. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Mais au bout de 3 mois, vous pouvez le mettre sur le marché. Quand tu dis vous, c'est le laboratoire. Parce que c'est dans oui, c'est le laboratoire qui fait les tests de stabilité, oui, tout à fait. Okay. Exactement. Ensuite, il y a tous les tests qu'on va appeler d'innocuité du produit.
Donc, c'est les tests qui vont montrer que le produit est safe à l'utilisation pour les consommateurs. Donc, vous avez le patch test, qui est le plus connu, je pense, qui permet de s'assurer que le produit n'est pas irritant pour la peau. Donc, en fait, on va mettre une certaine quantité de produit sur la peau en occlusif et vérifier qu'il n'y ait pas de réaction cutanée à la suite de l'application. Vous avez aussi le test d'irritation oculaire, donc bien sûr, quand c'est nécessaire, hein, quand c'est un produit qui est destiné à l'usage autour des yeux. Vous avez aussi les tests d'usage, et là qui va consister à tester la tolérance du produit, mais cette fois dans les conditions normales d'usage. Donc ça, c'est par exemple, si on parle d'un dentifrice, il faudra que le dentifrice soit testé donc 2 fois par jour, pendant un certain temps de brossage de dents, etc. Et enfin, vous avez aussi le test de phototoxicité. Et le test de phototoxicité, ça va être pour savoir si le produit n'est pas dangereux à appliquer avant une exposition au soleil. Parce que vous savez que, par exemple, il y a des parfums qu'on déconseille d'appliquer avant d'aller au soleil parce qu'ils contiennent certaines molécules photosensibilisantes et ça peut faire des réactions cutanées. Et enfin, on a donc les tests d'efficacité du produit. Et ces tests d'efficacité, c'est justement ceux qui vont vous permettre de pouvoir inscrire les allégations de votre produit. Donc, si vous avez envie de dire que votre produit est hydratant, que votre produit est anti-rides, anti-acné, etc., il faut absolument le faire prouver par des tests d'efficacité. Il est absolument interdit de dire que son produit est hydratant, par exemple, si on ne l'a pas fait prouver par des tests. C'est complètement interdit. C'est pour ça que c'est compliqué parce que ça coûte cher. Tous les tests coûtent de l'argent de toute façon et les tests d'efficacité notamment. Et le souci, c'est qu'on ne peut rien alléguer si on ne les a pas fait. Tout ce que vous aurez le droit de faire, ça peut être une petite technique. C'est de dire par exemple quels sont les ingrédients qui sont dans votre produit. Donc par exemple, si vous voulez dire, je ne sais pas, au beurre de karité, et espérer que le consommateur connaisse un petit peu, de par la littérature et de par sa culture, l'efficacité du beurre de karité en général. De savoir que c'est quelque chose de nourrissant, d'émollient, etc. Justement, par rapport à ça, Oui. ce que je vois qui est possible de faire, en fait, ce que je le faisais avant dans mon ancienne boîte, on mettait un astérix sur l'ingrédient et du coup, on mettait après en façade sur l'allégation, par exemple hydratant, et on reliait avec l'astérix. Et ça passait auprès de la DGCCRF. C'est-à-dire que l'ingrédient est Et hydratant. en fait, c'est l'ingrédient qui porte l'allégation et pas le produit. Et donc, du coup, ma question par rapport à ça, c'est comment on fait pour connaître, puisque au moment de ma formulation, je cherche un produit, par exemple, qui est hydratant. Mais du coup, je cherche, moi, des ingrédients qui sont reconnus déjà dans la littérature pour être hydratants. Et donc, du coup, comment je trouve, par exemple, soit que je fasse l'inverse, c'est-à-dire que je trouve l'hydratant et on me donne la liste des ingrédients, soit que je veux vérifier si je prends n'importe quel ingrédient, je ne sais pas, du jus de papaye, je puisse vérifier qu'il a l'allégation hydratant. Alors moi, ce qu'on m'avait dit quand j'étais en entreprise, c'est qu'il fallait essayer de trouver soit des thèses en ligne, soit des comptes rendus de recherche, des choses comme ça. Moi, dans la littérature, on m'avait dit que c'était surtout des recherches scientifiques ou des thèses qu'il fallait Ok, chercher, qui vraiment alléguaient que l'ingrédient était hydratant ou nourrissant. Voilà. ok, d'accord. Mais il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, vous ne savez pas s'il y a un registre d'allégations reliées à tel ou tel ingrédient. Enfin, je sais qu'il y en a un, mais c'est une entreprise privée qui fait ça et du coup, c'est payant. Et c'est très, très cher. Mais du coup, je voulais savoir Non, de façon publique. vous avez, oh là là, j'ai oublié le nom. C'est un site internet où vous avez tous les ingrédients avec leur INCI, leur nom INCI, et ça vous donnait absolument toutes les propriétés du produit. J'ai Ah, ben oublié c'est comment ça que ça je s'appelait. cherche. Ouais, j'ai oublié comment Ok. ça s'appelait, mais je vais vous le retrouver. Et puis je ferai passer l'info à Odile à ce moment-là qui vous dira. Mais ouais. Après, je ne sais pas par contre si vous pouvez faire la recherche inversée, c'est-à-dire de taper hydratant et que ça vous sorte tous les ingrédients. Ça, je ne suis pas sûre.
Ok. C'était plus dans l'autre sens. C'était de chercher un ingrédient et après, ça vous donnait, vous savez, tous les numéros, tous les identifiants, etc., le numéro CAS, etc., de l'ingrédient. Et après, ça vous donnait toutes les propriétés. Il faut que je retrouve parce que c'était bien, c'était très intéressant ce site-là. Je vais retrouver. Je veux bien, merci. Merci. Merci Yvan pour ta question. Arwa pose la question, un parfum n'a de fonction particulière à part parfumer. Du coup, quel test sera adapté? Un parfum n'a pas de fonction particulière à part parfumer. Ça dépend, parce que si c'est un parfum naturel et qu'il est à base d'huiles essentielles, ça peut être double fonction pour le coup. Quel test sera adapté, c'est-à-dire? Ah non, pour un parfum, pardon, pour un parfum seul, je pensais que vous parliez du parfum dans la formule d'un produit cosmétique. Un parfum, c'est un produit cosmétique aux yeux de la réglementation. Donc, dans tous les cas, il fera lui aussi l'objet d'un DIP, d'une notification sur le portail dont je vous parlerai tout à l'heure si on a le temps. Ça sera exactement la même chose. Un parfum, c'est un cosmétique aux yeux de la réglementation européenne. Après, quel test sera adapté si vous me parlez des tests d'efficacité? Effectivement, non, les tests d'efficacité, je ne pense pas que ça soit très utile pour un parfum. Je ne vois pas lesquels on pourrait faire. Surtout qu'un parfum, ce n'est pas quelque chose qu'on applique sur la peau, c'est quelque chose qu'on asperge. On n'attend pas du parfum qu'il ait des effets effectivement sur la peau. Sur le psychisme, de plus en plus, il y a des parfums qui sont relaxants, apaisants, etc. Sur la peau, non, effectivement. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Arwa. Moi, je voudrais poser une question. C'est qu'on ne trouve pas facilement des laboratoires qui réalisent des parfums. Ou alors, il faut venir avec sa formule, je ne sais pas. Ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas vu beaucoup de laboratoires. Ou alors, faire carrément appel à un expert du parfum, un nez, comme on dit. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est la tempête de neige chez moi. Ici aussi. C'est ce que j'allais vous dire, effectivement. En fait, le parfum, c'est un petit peu particulier. Il faut faire appel à ce qu'on appelle des maisons de composition de parfum pour faire fabriquer un parfum. Parce que les laboratoires, eux, en fait, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des bases déjà toutes faites de parfum. Okay. Donc, c'est soit vous voulez faire créer un parfum vraiment de A à Z, que ce soit pour un parfum seul ou que ce soit pour un de vos produits cosmétiques en application. Soit, effectivement, il va falloir demander à votre laboratoire s'il possède des bases, ou alors vous de chercher un fournisseur de bases. Ça existe aussi. Oui, parce qu'il y a des bases reconnues, en fait, comme le chypré, les spéridés, des choses comme ça. Et après, ajouter une note plutôt fleurie ou ombrée, orientale, enfin, c'est des choses comme ça, je suppose. Voilà. Oui, mais malgré tout, ouais, il faut vraiment chercher, mais il n'y en a pas beaucoup, alors, dans ce cas, de laboratoire. Non, après, moi, je sais que ce que j'avais fait pour un de mes clients, c'était de nous chercher de notre côté, en fait, un fournisseur de base. C'était pas un laboratoire, c'était vraiment un fournisseur de base et en plus qui connaissait très bien ses bases, donc c'était hyper intéressant parce que moi je lui avais dit par exemple que c'était pour un rouge à lèvres et du coup elle m'avait envoyé des bases déjà qui ressemblaient à l'odeur d'un rouge à lèvres parce que même si tous les rouges à lèvres n'ont pas tous la même odeur, c'est toujours un peu rose, violette, cerise, fruits rouges, des choses comme ça. Et en plus de ça, elle avait pris le soin de me fournir des bases qui seraient bien compatibles avec la formulation d'un rouge à lèvres. Donc ça c'est assez intéressant. D'accord. Merci. Et ouais, le parfum, les laboratoires, c'est sûr que c'est pas leur cœur de métier. Non, un peu spécifique. C'est vrai qu'à part les experts, les grands experts connus, qui sont quand même assez chers, qui proposent des formations, tout ça, mais bon, c'est coûteux, quoi. C'est coûteux et puis il y a d'après mes recherches, en fait, on peut s'adresser qu'à des nés, enfin des experts. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé, Michel, quand je disais ça, mais j'ai des amis, moi, qui ont monté leur petite maison de composition, donc beaucoup plus accessible aux créateurs de marques. Donc, ils sont nés, ils sont 2 nés et un associé à travailler sur des formulations de parfums. Donc, je peux toujours vous donner leur contact, voir avec qui ça rentre dans votre budget. Oui.
Parce que non, je n'ai pas entendu, parce que je suis un petit peu en retard. Donc, je n'ai pas entendu et ça m'intéresse. Merci beaucoup. Bon, bah, parfait. Bah, je vous fournirai ça parce que c'est vrai que c'est un métier et en plus de ça, c'est un métier qui est plus artistique finalement. Donc, Mm. oui, c'est sûr que vous ne trouverez pas de compositeur, enfin de nez en laboratoire. Je vous demande juste une seconde, je dois aller chercher mon chargeur d'ordinateur, sinon je vais vous quitter. Ok. J'arrive. En tout cas, merci. Et comme je le disais, ces informations-là, je vais vous les envoyer. remettre, oui, je vais vous les envoyer à tous, parce que Yvan est là. Je vais vous les envoyer à tous. Et comme ça, vous aurez le même degré d'information. J'en profite de l'absence de Fiona pour rappeler, s'il vous plaît. On entend un Votez grésillement. pour nous. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Votez ça pour... grésille. Ça va mieux. Ah, ok, zut. Votez pour la coopérative cosmétique. C'est ma page de pub là. Oui, t'as bien fait. Votez pour la coopérative cosmétique sur la Fabrique à Viva. Effectivement, c'est un parcours de combattant pour s'inscrire. Pour l'avoir moi-même personnellement vécu, j'ai failli arrêter, Abandonné, moi aussi. abandonner. Mais vos 10 points sont importants pour nous. Oui. Donc voilà, merci beaucoup, merci d'avance. Et n'hésitez pas à relayer et à forcer vos amis. Bon, j'espère que cette session vous a plus qu'intéressé. Donc, comme je le disais, effectivement, cette année, le club cosmétique, en fait, l'idée, c'est de tracer le parcours de production d'un produit. Donc, d'ordinaire, ce club, comme il était en digital, on le faisait deux fois par mois. C'était moi qui l'animais. J'ai aussi des contraintes moi de mon côté, donc ce qui fait que je ne peux être présente qu'une fois par mois. On va s'organiser en interne pour voir qui pourrait être la deuxième personne ou on maintient un rendez-vous mensuel. Voilà, donc certainement que le prochain rendez-vous sera au mois de février sur l'aspect peut-être cahier des charges ou un autre aspect, ou deux aspects, puisque c'est 2 heures. On va essayer de travailler sur ça en particulier. Est-ce que vous avez des questions entre-temps? Non, tout va bien. Donc, je repasse la pub. Voter pour... non, je rigole. Oui, Amel, c'est ce que je vous disais, il faut que je retrouve. Il y avait une personne qui m'avait contactée et qui faisait vraiment de toutes petites quantités et de mémoire qui était spécialisée justement dans la cosmétique naturelle. Faut que je retrouve, mais il faisait vraiment de très petites quantités parce que je me rappelle quand elle me l'avait dit, j'avais fait ah oui, en effet, je crois que c'était 50, 100 quoi. Donc c'est vraiment tout petit. Ah oui. Ouais. Et c'était un peu inédit de tomber sur des fournisseurs et fabricants qui proposaient d'aussi petites quantités. Donc, je donnerai tout ça à Odile, j'oublie pas, j'ai bien noté et si je retrouve avec plaisir, parce que je sais que c'est compliqué à trouver. Oui, notamment, effectivement. Je vais essayer d'aller vite pour la fin. J'avais une question justement par rapport aux quantités et au packaging. Du coup, quand on fait une pré-série, enfin, quand on fait développer son produit, on doit d'abord demander à son formulateur s'il est capable de développer en petite quantité. Et donc, du coup, on doit pouvoir sélectionner des packaging qui sont conformes à ces machines ou on peut, enfin, je sais pas si on voit ce que je veux dire. Si, j'ai bien compris. Justement, c'était un gros point après de mon article. En gros, pour la chaîne logistique que vous allez choisir, il y a plein de possibilités. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des labos qui ne font que labo, c'est-à-dire qu'ils ne produisent pas, c'est-à-dire qu'ils font que les petites quantités et eux, c'est vraiment la formulation, leur truc. Vous pouvez avoir des labos qui sont aussi fabricants, donc en grande quantité, qui ont à la fois un laboratoire et une unité de production.
Vous avez des fabricants qui ont une unité, une ligne de conditionnement. Donc ça, c'est ce dont vous parlez, Yvan. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir moins d'interlocuteurs, donc ça va être plus simple. Mais le cas le plus compliqué, ça va être, par exemple, vous avez un laboratoire qui n'est pas fabricant, qui va juste vous faire vos essais. Un fabricant, mais qui n'a pas de ligne de conditionnement. Donc, vous avez aussi besoin d'un conditionneur. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'avant une production, vous allez devoir donc tout coordonner, faire en sorte que vos matières premières arrivent bien chez le fabricant, que le fabricant fabrique bien à telle date. Ensuite, faire envoyer en cuve votre jus au conditionneur et bien dire au fournisseur de packaging qu'il envoie lui aussi chez le conditionneur les packaging à telle date. Et ensuite, le conditionneur, en gros, va mettre le chocolat dans le papier d'alu. C'est ce que j'avais mis dans mon article. Ça me faisait un peu penser à ça. Donc, en fait, ça va complètement dépendre, Yvan. Vous avez plein de types de chaînes logistiques et plus elle sera optimisée et plus vous gagnerez du temps, mais ce n'est pas toujours possible. Surtout quand vous voulez vraiment tout personnaliser. Voilà, en fait, ma difficulté, c'est ça, c'est l'étape, puisque je dois trouver mon bon packaging, mais du coup, en même temps que je dois chercher mon packaging et ma formulation, je dois trouver ma bonne chaîne logistique. Voilà. Mes bons futurs partenaires. Ok, d'accord, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de succession, en fait. Je dois tout trouver là. La succession, effectivement, elle va dépendre de la complexité de votre projet parce que, en fait, si je comprends bien, vous, la question, c'est de savoir est-ce que votre conditionneur aura les machines adaptées pour, par exemple, pour la taille du goulot de votre tube ou de votre flacon, quoi. C'est ça. Oui, bah ça, effectivement, il faut demander. Ouais. Okay. Ah oui, hein. On a dit que c'était difficile. Effectivement. C'est bien d'être dans le concret Odile, dès le début de l'année, là. Voilà. Du coup, Odile, je n'ai pas du tout terminé, mais je ne sais pas si ça pourrait être un sujet une autre fois ou si j'essaye Si, de on va se... fin ou... On va se recauser. Recausons-nous. On va se recauser par rapport à tout ça. Écoute, donc on a terminé sur les tests. On a terminé sur la partie, comme l'a dit, hein, tout l'aspect logistique aussi. Yvan, c'est bien de l'avoir soulevé. Est-ce que vous avez des questions, des remarques à faire par rapport à tout ce qui a été dit, voilà, tout ce qui a été dit. Est-ce que ça vous a donné plus d'éléments, ça vous a perdu, vous vous êtes retrouvés, voilà, vous savez vers quoi tendre, etc. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour Si je peux me permettre de faire un petit topo. Je me rends compte qu'en fait, il faut faire une checklist à chaque étape, de A à Z, pour pouvoir vraiment suivre les étapes, parce que sinon, il y a tellement de choses qu'on est un petit peu... on pourrait se sentir dépassé. Et je pense qu'une checklist, barrer au fur et à mesure les éléments, ça permet de soulager au fur et à mesure des réalisations. Je pense. Oui, bonne idée, les checklists. Et je voulais juste poser une question. Est-ce qu'il y avait une dernière partie ou c'était fini? Non, c'est pas fini. Ah, c'était quoi la dernière partie? Est-ce que je peux faire un teasing des dernières parties, Odile? Yes, allez. Alors ensuite, il y avait la transposition industrielle. Donc ça, c'est un petit peu le côté effectivement plus logistique dont parlait Yvan. Il y avait donc éventuellement le choix du conditionneur, si votre fabricant n'était pas conditionneur lui-même, la rédaction du DIP et la notification du produit sur le portail CPNP. Voilà. Voilà, c'est to be continued presque. Donc effectivement, pour ces sujets-là, on aura, comme je le dis, une autre occasion de s'en recauser. Sur une autre pause cosméto. Mais voilà, super pour l'épisode 2. Mais déjà, voilà, j'attends un peu vos retours. Comment est-ce que vous avez voilà, vos retours par rapport à cet atelier, ce club.
quelques personnes peuvent prendre la main. Est-ce que j'ai fait peur? Merci Arwa, très intéressant. Je voulais juste dire merci. Franchement, les étapes étaient clairement, je n'ai jamais entendu ça. C'était un paf, 1, 2, 3. Ça paraît tellement simple qu'on a envie de se plonger. Alors, merci d'avoir simplifié. Je me doute que ça n'a pas été facile. Hein. Ah, mais merci, c'est top. On dit bien que quand ça paraît simple, c'est encore plus compliqué que quand c'est compliqué. Mais non. Non, franchement, c'était limpide, franchement. Ah, super, je suis contente. Alors, effectivement, Fiona, vous pouvez la contacter sur LinkedIn sans aucun souci. Je vais m'activer. Vous avez son... Voilà, elle est Fiona Bazana, donc il n'y a aucun problème. Je parle pour toi, Fiona, en plus. Oui, pas de souci. Je viens de le faire. Donc voilà. N'hésitez pas, effectivement, et pour ceux qui veulent des contacts, c'est vrai que j'ai, de par mes expériences avec mes clients, parfois j'ai des petits contacts qui sont adaptés justement au milieu, donc tout ce qui va être petite quantité, petit budget, etc. Donc si je vous les partagerai avec plaisir, donc n'hésitez vraiment pas à me solliciter. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Fiona. Merci à vous, vraiment, j'ai été ravie. Plus que ravie. Donc, très bien. Kodou, tu veux intervenir un petit peu là-dessus ou pas? Kodou, c'est la présidente de la maison de la cosmétique. Enchantée. Est-ce que tu es dispo? Non. Bon, apparemment, Kodou n'est pas dispo, c'est dommage. C'est pas grave. Michel fait partie de la maison de la cosmétique également. D'accord. Voilà, elle est trésorière. Vice-trésorière avec Aïchata, et puis je m'occupe aussi de toute la partie atelier, formulation. Et voilà. D'accord. Avant la situation sanitaire, effectivement, on animait beaucoup d'ateliers cosmétiques, notamment dans des centres d'animation ou des maisons de quartier. Et donc là, la situation fait que on peut plus effectuer ces actions là-bas. Mais bon, c'est le projet personnel également de Michel. Donc du coup, d'où les questions. D'accord. J'espère que ça pourra vite redémarrer, que vous pourrez retrouver tout le monde en vrai, que vous pourrez redémarrer l'atelier. Oui, j'espère. Pas gagné pour l'instant, mais... C'est pas gagné, on dirait que ça régresse même. Ouais, sinon, voilà. on va essayer le digital pour voir, parce que c'est pas pourquoi pas. Hein. Oui, comme fait, vous savez, Cyril Lignac dans sa cuisine. Là, oui. On prévoit de faire. Tiens, voilà, Kodou. Salut Kodou, tu veux intervenir un petit peu ou Tu as déjà dit plein de bonnes choses. C'était bien. Super. Vraiment. Merci. C'est bien, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi ajouter. À part faire la promotion de l'association et vous inviter à ce qu'on renouvelle les expériences comme celle-ci. Comme disait Odile tout à l'heure, c'est bien que ce soit croisé sur les réseaux avec Fiona pour aborder ces sujets, le parcours cosmétique, la durée, les différentes étapes. Dans la communauté LMCE, il y a plusieurs personnes avec plusieurs profils et certaines viennent en cours de marche, en cours d'avancement. C'est bien toujours de croiser les expériences, de parler avec des experts comme toi, Fiona, avec des profils différents de ceux qu'on a et de les embarquer dans l'aventure. Alors, je ne sais pas, j'ai dû m'absenter. Odile, est-ce que tu as dit que maintenant le club, c'était comment, une fois par mois maintenant? Tu n'as pas encore évoqué ça? Si, je crois. Si. C'est bon, voilà. Donc, le prochain rendez-vous. Avec le fil rouge, voilà, avec le fil rouge. Et c'est bien que Fiona démarre cette année. On est ravis de t'avoir
pour ce premier club de l'année avec ce fil rouge. Je Et ça va ouvrir de nombreux champs. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la journée d'immersion en labo que nous, on programme bientôt. Il y a les sujets avec les partenaires. Et pour les membres, on aura un nouvel espace pour échanger avec les partenaires et voir les offres spécifiques. Donc, on aura d'autres occasions, je pense, Fiona, de faire des choses ensemble. Avec plaisir. Bah, voilà, le mot de la fin. Super. Voilà. Le mot de la fin, c'est voter Aviva. Oui, 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 aussi, surtout. Oui, c'est vraiment crucial. Oui. Ouais, ce week-end, on passe de 788 à 1000. Il faut qu'on passe les 1000. Voilà. Ce week-end, on passe les 1000, c'est l'objectif. Moi, quand je parle aux gens, je leur mets à chaque fois les objectifs du soir. Bon, il y a un peu de difficulté parfois et je pense que le frein, c'est de devoir s'inscrire. Mais ça change la vie, quoi. C'est 3 minutes et c'est un impact énorme pour de nombreuses personnes. Déjà, dès maintenant, ce sera quelque chose de tangible. Et pour les prochaines années, c'est un impact en tant que citoyen énorme sur la cosmétique responsable, l'entrepreneuriat social. Donc, c'est 3 minutes, mais des impacts pour des générations. Donc, c'est ce frein-là qu'il faut lever, je crois. Et après, ça débloquera beaucoup de choses. Vrai, merci. C'est laborieux, mais on y arrive. Oui. On va y arriver. Merci. Oui. Merci Fiona, merci à tous. Merci. Et de toute façon, Fiona, je t'appelle tout de suite après là. Avec plaisir. Et on se dit pour les autres, à très bientôt. Ouais, au mois prochain. Voilà. Je vais tâcher de faire le replay rapide de ce club. Okay. Voilà. Bon week-end et bon week-end. Attention à ne pas glisser si vous devez sortir. Oui. Et les boutiques ferment à 18h, donc voilà. Allez faire vos courses. Donc on ne peut plus sortir. Les courses, c'est maintenant. Oui, les courses, c'est maintenant. Allez, merci encore. Et à bientôt pour l'épisode 2. C'est comme Star Wars, épisode 2. On l'attend avec impatience, l'épisode 2, avec Fiona. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir, bon week-end. Au revoir.